Bonsoir et bienvenue à vous tous et toutes qui êtes connectés. Je suis Pierre Gavache, je suis médecin et chef de service des bonnes pratiques à la Haute Autorité de santé. J'ai le plaisir de co-animer cette conférence avec Christelle Joly, qui est journaliste au quotidien du médecin. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Violences conjugales, en parler pour mieux les repérer, organisé par la Haute Autorité de santé et le quotidien du médecin. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'actions au long cours qu'a mené la Haute Autorité de santé. D'abord, nous avons publié des recommandations en 2019. Plusieurs enquêtes et études ont été menées par la HAS, qui a publié en novembre 2022 un outil spécialement conçu pour aider les professionnels de premier recours à mieux repérer les violences. Les liens de ces documents seront partagés dans l'onglet chat. Alors, ce webinaire s'appuie sur ces difficultés, sur les différentes actions et vise donc à vous apporter les clés pour mieux appréhender le sujet des violences conjugales et mieux les repérer pour mieux aider vos patientes qui peuvent en être victimes. Une précision, le format court d'1 heure de ce webinaire ne peut malheureusement pas traiter le sujet de façon exhaustive. Alors, pour répondre aux attentes du plus grand nombre, nous envisageons d'organiser ultérieurement d'autres webinaires sur le même thème des violences conjugales. Alors, ce webinaire va se dérouler en 5 parties. La première partie se fera sur le cycle de la violence et la stratégie de l'agresseur par le docteur Rada Hatem, qui est gynécologue obstétricienne. Une deuxième partie sera plus spécifique sur le phénomène d'emprise et le contrôle coercitif par le docteur Hubert de Fréminville, médecin généraliste et médecin légiste. La troisième partie se fera sur le partage d'une expérience d'une médecin généraliste avec la présentation pratico-pratique qu'elle va nous faire, c'est le docteur Pauline Malanche. Une quatrième partie concernera les responsabilités médicales et déontologiques par le professeur Pierre-Louis Drouet. Enfin, la dernière partie sera consacrée aux questions-réponses. Alors, j'en profite pour remercier tous les intervenants ainsi que tous les experts du groupe de travail pour leurs engagements aux côtés de la Haute Autorité de santé dans ces travaux. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 21 heures, mais avant de commencer, je vous rappelle quelques points techniques. En bas, à droite, vous avez 2 onglets. Un onglet chat si vous rencontrez des problèmes techniques et un onglet questions pour interagir avec nous. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Dernière précision, nous vous indiquerons dans l'onglet chat les liens utiles pour retrouver tous nos outils et nous vous enverrons dans les prochains jours un lien pour accéder à l'enregistrement de cette conférence et au support de présentation. Pour entrer dans le vif du sujet, le docteur Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, va à présent vous revenir sur le cycle de la violence et la stratégie de l'agresseur. Rada, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors oui, j'ai souhaité introduire le topo par ces points-là, parce que vous, je ne sais pas, mais moi, tant que je n'avais pas appris la stratégie de l'agresseur et le cycle de la violence, je ne comprenais pas ce que vivaient mes patientes, je ne comprenais pas pourquoi elles ne partaient pas, je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile. Alors, je vais passer la diapositive suivante. Voilà. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que on sait depuis longtemps, on ne l'a pas découvert avec les recommandations de la HAS de 2020, que la violence a un impact majeur sur la santé de la victime. Mais on sait aussi que les médecins sont très démunis, qu'ils n'ont pas de formation, en tout cas ceux de ma génération et même un peu après, pas de formation spécifique sur le sujet. On sait que beaucoup de patients de psychiatrie sont hospitalisés parce que ce sont des séquelles de trauma et que les internes ne sont pas spécialement formés au trauma. On sait aussi que les femmes enceintes sont très souvent victimes de violences conjugales physiques à l'arrivée de la première grossesse. Donc tout ça, on le sait, mais on sait aussi que seulement 34% des médecins ont reçu une formation dédiée. C'est une enquête de la fabrique Spinoza que j'ai trouvée très intéressante. Donc, pour comprendre un petit peu, je vais vous parler d'abord de la stratégie de l'agresseur. Et ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est qu'elle se déroule toujours de la même façon, quel que soit le milieu de l'agresseur, son niveau socio-économique. Il commence par repérer une victime
et par l'inonder d'amour, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Et une fois qu'il l'a repéré, il va l'isoler, donc s'arranger pour la couper de ses liens amicaux, familiaux, essayer de faire en sorte qu'elle soit uniquement sous sa coupe, parce que tous les autres, ce n'est pas intéressant. Et pour cela, il va dégrader ses relations avec tous les gens qui pourraient avoir un autre discours que lui. Et si vous avez vu le film L'amour et les forêts, c'est quelque chose qui est cliniquement très très bien montré, comment j'inonde cette femme d'amour que j'ai choisie parce que j'ai repéré que c'était possible, et comment petit à petit, je vais l'isoler, l'emmener loin et la couper de tout le monde. Une fois que je l'ai isolée, je vais la dévaloriser. Et ça, c'est une entreprise de sape systématisée et régulière. Je vais lui dire des choses humiliantes un peu tous les jours. Je vais critiquer tout ce qu'elle fait. Je vais critiquer tous ses choix, toutes ses décisions, que ce soit dans l'éducation des enfants. Et les enfants sont un très, très bon moyen d'asseoir l'humiliation et l'emprise, que ce soit dans ses choix vestimentaires, dans ses choix amicaux, la faire passer pour une inculte, une incompétente, lui expliquer que de toute façon, elle n'est bonne à rien et que si jamais elle décidait de partir, par exemple, eh bien, lui, il est tellement mieux que, évidemment, c'est lui qui aura la garde des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les femmes, est extrêmement invalidant et extrêmement paralysant. Et puis, parce que ça ne suffit pas, il va faire régner la peur. La peur, c'est très efficace pour paralyser une victime. Et comment on fait ça? Eh bien, on est totalement imprévisible. Un jour, on est adorable. Le lendemain, on va donner des coups, on va menacer avec un couteau, on va faire une tentative de strangulation. Ce qui fait que la femme, elle est tout le temps sur le qui-vive, elle est tout le temps en hypervigilance. Elle ne sait jamais ce qui va lui arriver. Et ça se répercute aussi sur les enfants. Les enfants ont peur, ils ont peur pour leur maman, ils ont peur que maman meure, et tout le monde vit dans ce climat d'insécurité terrifiant. Enfin, il va inverser la culpabilité, c'est-à-dire qu'il va dire à la femme, bah, moi, je suis un type bien, d'ailleurs au boulot, tout le monde m'aime, et c'est toi, si toi, tu n'étais pas si nul, bah, moi, je ne m'énerverais pas. Donc, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye désespérément de s'améliorer. Elle pense qu'en faisant plus et mieux, ça va changer. Elle est malheureusement souvent encore très amoureuse, très attachée, et puis il l'a convaincue qu'elle ne valait rien, qu'il fallait qu'elle progresse. Et donc tout ça ne fait que l'enfoncer au lieu de l'aider à partir. Et enfin, il va assurer son impunité, et ça, ce n'est pas très compliqué. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dehors, il est adorable, il est charmant, il est serviable. À la maison, c'est un monstre. Et cette stratégie, ce qu'on observe et qui est intéressant, c'est qu'elle se répète tout le temps. Et lorsque vous avez un groupe de femmes victimes de violences qui parlent ensemble, elles se disent « Ah, mais on dirait que tu as épousé mon mari, c'est pas possible ». Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, parce que ça, nous les médecins, tout comme les policiers, on a besoin de le comprendre, c'est que ça se traduit par des cycles. Une fois que la femme est bien isolée, humiliée, eh bien la tension va monter petit à petit. Je ne te parle plus, je boude, je fais des gestes brusques, je t'intimide. Et la femme, là, elle est terrorisée. Il va se passer quelque chose. Je marche sur des œufs, j'ose pas élever la voix, j'ai peur. Et puis, quelque chose va accélérer le passage à l'acte. Ça peut être un début de grossesse, ça peut être n'importe quoi. Et on va passer à une crescendo, violence verbale, violence sexuelle. Vous savez que le viol conjugal est reconnu par la loi, violence physique. Et là, la femme qui a honte, qui se sent humiliée, qui est très en colère et qui a peur pour ses enfants, elle commence à se dire « je vais peut-être partir ». Et le conjoint va se justifier, comme on l'a vu. Le problème, c'est qu'au moment où elle décide de partir, elle va peut-être demander de l'aide aux voisins. Elle va peut-être dire à son médecin traitant « je n'en peux plus, aidez-moi ». Elle va peut-être aller déposer plainte. Et là, l'homme qui sent que sa proie lui échappe va devenir brutalement un amour. Pardonne-moi ma chérie, tu es ma princesse, c'est toi que j'aime, je suis désolée, j'étais énervée, mon patron m'avait engueulée, ça ne recommencera pas, tiens, je t'ai apporté des fleurs, des cadeaux, du champagne. Et là, la femme se dit, mais mon Dieu, mais personne ne m'a jamais aimée comme ça, je suis débile, je suis sotte, c'est cet homme-là, il faut que je reste avec lui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller voir la voisine, elle va lui dire, t'inquiète pas, j'étais fatiguée, tout va bien.
Elle va dire à son médecin traitant, non, non, je vais très très bien, ne me cherchez pas ni association ni soutien. Et surtout, elle va aller voir la police en disant, je retire ma plainte. Et le problème, c'est que ce cycle va se répéter de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus violemment. Mais lorsque la femme a, par exemple, retiré 3 ou 4 fois sa plainte à la police, et bien la 5e fois, elle va être très mal reçue. On va lui dire, on n'a pas que ça à faire, vous nous faites perdre notre temps, nous ne prendrons pas votre plainte. Heureusement, les choses évoluent. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on se dit, mais pourquoi elle ne part pas? Et ce qui fait dire à certains policiers extrêmement malveillants, si elle ne part pas, c'est qu'elle aime les coups. Et la réponse est non, elle n'aime pas plus les coups que personne d'autre. Donc, il y a une approche qui est intéressante, qu'on a appelée le questionnement systématique, que moi je nuancerais en questionnement adapté, c'est-à-dire qu'il faut poser cette question, mais il ne faut pas toujours la poser la première fois. Il ne faut pas se forcer, il faut que ça soit le bon moment, il faut que ça vienne. Et quand on la pose, eh bien, ça fait ses preuves, ce n'est pas violent, ce n'est pas une intrusion dans l'intimité de la femme. Parfois, elle ne sait pas, c'est de la violence. Parfois, elle va dire c'est de l'amour, c'est de la jalousie. Non, il ne me viole pas, on se réconcilie sur l'oreiller. Elle n'a pas forcément de demande d'aide, mais en tout cas, le fait de lui poser la question, ça lui donne l'opportunité d'y répondre. Et ça peut être pour elle une prise de conscience incroyable. Je pense avoir un peu dessiné le tableau et je vous propose d'aller un peu plus loin dans les violences psychologiques et l'emprise que mon collègue va développer. Merci Rada Hatem. Effectivement, pour aller plus loin sur ce thème du mécanisme des violences, Hubert de Fréminville, vous allez nous expliquer plus précisément ce qu'est le mécanisme d'emprise et le contrôle coercitif. Oui, enfin, je vais essayer en 5 minutes du coup, mais on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Bonsoir à tous. Alors, il y a plein de professionnels de santé, des sages-femmes, et le propos que je vais partager avec vous s'adresse évidemment à tous les professionnels de santé, pas que les médecins. On est tous confrontés aux victimes, comme Gerda l'a dit tout à l'heure. De quoi s'agit-il? D'abord, on va essayer de recontextualiser dans la loi un petit rappel. On parle déjà en 2009, dans le code pénal, de l'état de suggestion psychologique ou physique. Donc déjà, cette notion que quelqu'un peut manipuler une autre personne en état d'ignorance ou de situation de faiblesse apparaît dans le code. On est au début des années 2000. Hein. Donc ça, c'était pour recontextualiser. 2014, on va un petit peu plus loin. Là, ça fait écho à la suite des travaux de Marie-France Irigoyen, dont je vous parlerai tout à l'heure, où là, on parle du harcèlement moral au sein du couple, ce qui est quand même une grande première à l'époque. Donc, je voulais vous le présenter également. Et puis, plus récemment, en juillet 2020, qui a fait beaucoup de remous auprès des médecins, la crainte des médecins, c'est que lorsque l'on parle d'emprise ou de contrôle coercitif, on se dit, finalement, on n'a pas véritablement de preuves. Et du coup, les médecins ont peur, les médecins et les professionnels de santé en général peuvent avoir peur que l'auteur se retourne contre eux et que ça aboutisse à une plainte. Donc, le code pénal a été modifié en conséquence. Le code pénal, pourquoi? Parce que le secret professionnel, normalement, s'applique pour toute chose, mais il y a quand même des exceptions, et fort heureusement. Et donc, dans ces exceptions, on a cette partie-là, qui est donc toute récente, qui permet aux professionnels de santé, et vous avez vu que ce n'est pas uniquement le médecin, on parle de tous les professionnels de santé, donc les sages-femmes, les kinés, les dentistes, lorsqu'il estime en conscience. Donc, je vous ai mis les mots en rouge parce que c'est assez fort. C'est assez fort d'abord parce qu'il faut l'écrire dans votre dossier médical pour la décision. Lorsque vous estimez que cette victime qui est majeure, alors j'entends majeure non protégée, hein, majeure est en danger immédiat. Pauline, tout à l'heure, reviendra un petit peu sur les critères dans des clips de violence. Cette victime n'est pas en mesure de se protéger à cause de quoi? D'une contrainte morale. Là, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît aussi, résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Donc, une nouvelle fois, ce mot emprise, état de suggestion, apparaît. Pour autant, les gens utilisent le mot emprise, mais ne savent pas trop ce qu'il y a derrière, finalement. C'est un mot qui est assez courant dans la langue. De quoi s'agit-il? Je vous ai fait une rétrospective assez rapide. On a 3 auteurs, à mon avis, qui sont très intéressants. Dans les années 90, Jean-Marie Abgral, qui est
psychiatre et criminologue, qui a écrit un bouquin sur la mécanique des sectes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que le mécanisme en lui-même de contrôle coercitif est absolument le même que de ce que l'on peut retrouver dans les sectes ou les mouvements sectaires en général. Ensuite, il y a eu Marie-France Irigoyen, que certains d'entre vous connaissent. Elle a parlé du harcèlement moral, on est dans la fin des années 90, et puis 2005, Femmes sous emprise. Et puis plus récemment, Muriel Salmona, qui est psychiatre et qui a écrit Violence conjugale et famille, et qui a également, et je vous conseille d'aller sur son blog, sur la mémoire traumatique, qui est tout à fait excellent. Très rapidement, le mécanisme en lui-même, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vous dis là pour les mouvements sectaires est donc le même que ce que l'on va retrouver dans le contrôle coercitif dans le cas des violences intraconjugales. Gadal vous l'a dit tout à l'heure, il y a la phase de séduction. C'est très important, les expertises récentes que j'ai pu faire le notent bien. Les victimes le disent, quand on leur pose la question « Comment s'est passée votre rencontre ?» Et là, ils vous racontent en disant « Ah, mais là, ça a été un coup de foudre. » Mais alors, un coup de foudre où j'ai pas vu le temps passer, un coup de foudre extrêmement long. Vous voyez, vous vous rappelez tous probablement le coup de foudre que vous avez eu à un moment peut-être de votre vie amoureuse, privée, qui a duré un certain temps, puis après on voit la réalité. Là, lorsque une victime s'exprime, on dit mais c'est un coup de foudre qui ne finissait pas. Il a duré, le temps était suspendu. Là, c'est la phase de séduction. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est une phase de persuasion, où en fait l'auteur va, dans sa communication avec la victime, va remodifier les éléments de langage, va faire qu'in fine, la communication, qui finalement normalement doit être réciproque, va être l'auteur ou le prédateur va s'adresser à la victime avec certains éléments de langage, des mots qui sont détournés de leur sens. Donc là, il y a la mise en place de l'aliénation. Et puis, la troisième étape, qui est une espèce de fascination, que là aussi les victimes peuvent vous raconter, en disant, mais vraiment, il était extraordinaire, et il vous raconte des éléments vécus qui, vous, de votre chaise, vous font sursauter, mais qui, elles, en fait, étaient vécues tout à fait normalement. Elles sont détachées un petit peu de la réalité. Là, j'ai terminé normalement. Donc, très rapidement, la victime est dépossédée d'elle-même. Il y a l'effraction, vous en avez parlé, la captation et une programmation. Gada vous en a parlé également tout à l'heure. Marie-France Irigoyen, vous pourrez consulter et voir ses ouvrages, parle de cette même phase de séduction. Elle insiste sur les micro-violences au quotidien qu'on peut voir, nous, professionnels de santé, où nos patients nous rapportent des éléments qui peuvent paraître anodins, des micro-violences dites de basse fréquence qui constituent la violence au quotidien. Et puis, ce qui vous a été dit tout à l'heure, on passe d'une personne à un objet, la perte de l'autre, l'altérité. La stratégie de coercition, il y a des techniques comportementales qui sont très anciennes, qui ont été utilisées pendant les guerres au XXe siècle, qui ont été testées pendant la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, plein de guerres, qui sont des techniques utilisées par les prédateurs. On agit sur le registre de l'émotion et du cognitif en alternance pour créer une modification de la conscience de ce qui se passe, et ça, c'est l'état dissociatif, très intéressant. Vous avez une effraction dans le territoire psychique, là j'utilise des termes un petit peu empruntés de la psychiatrie, parce qu'on est vraiment dans le domaine de la psychiatrie. Et puis il y a le conditionnement dont on vous a parlé. Et Muriel Salmona, plus récemment, explique un petit peu la constitution de la mémoire traumatique, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aller sur son blog. L'intérêt de vous parler de la mémoire traumatique et de la dissociation, c'est que c'est au moment où la victime est dissociée que le prédateur va accentuer son contrôle coercitif. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Les conséquences, la victime n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ressent. Elle est détachée, le cognitif et l'émotionnel sont complètement déconnectés. Elle n'arrive pas à analyser ce qu'elle ressent. Elle doute, elle est confuse. Et là, le prédateur a vraiment colonisé la victime. Donc, je voulais simplement conclure sur le fait de la coexistence, évidemment, du contrôle coercitif et des conséquences psychotraumatiques, de la dissociation traumatique que vous pourrez probablement voir au cours de vos patients, et puis terminer sur le fait que
Dans la littérature internationale, on ne parle pas d'emprise. Emprise est un mot plutôt franco-français, gaulois. Si vous allez vous promener dans la littérature internationale, on rencontre beaucoup plus le contrôle coercitif, coercitive control, et c'est comme ça notamment qu'il apparaît dans le Royaume-Uni en 2015 sous le registre pénal pour sanctionner les auteurs. Donc c'est également un mot que vous allez entendre de plus en plus au niveau des magistrats, puisqu'ils utilisent de plus en plus ce terme-là par rapport au terme d'emprise, les deux étant pour l'instant pouvant coexister. Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le mécanisme. Merci Humbert de votre présentation. Maintenant, le docteur Pauline Malanche va nous partager son expérience de médecin généraliste de terrain, en espérant qu'on va tenir le timing. Pauline, à vous. Oui, donc moi je vais vous faire partager mon expérience en tant que professionnelle de soins primaires et aussi en tant qu'autrice de ma thèse d'exercice qui portait sur la création de Déclic d'urgence, qui est un site internet pour sensibiliser et aider à accompagner les patientes victimes de violences. Donc, comme vous l'avez compris, notre rôle à nous, c'est de poser la question parce que la plupart des victimes souhaitent qu'on leur pose la question. Donc, c'est à nous, vraiment professionnels de santé, d'ouvrir le dialogue et d'être vigilants. Toutes les personnes sont concernées, quel que soit leur âge, leur culture, leur religion, leur milieu socio-économique. Il faut se débarrasser de tout stéréotype, de tout préjugé. Et certains signes doivent systématiquement nous alerter et nous faire penser à poser ou parfois à reposer la question. Rada a parlé du dépistage systématique. Comme elle le disait, ce n'est pas forcément à la première consultation, il y a des moments un peu plus opportuns. Ce qui est sûr, c'est que devant une personne en dépression, devant une anxiété, devant des addictions, une patiente qui vient vous voir avec des signes physiques chroniques inexpliqués, des plaintes multiples, ou encore des infections gynécologiques et bien sûr en état de stress post-traumatique, là, systématiquement, il faut qu'une petite lumière s'allume en vous et que vous disiez là, il faut que j'arrive à trouver le moment pour poser la question. Alors, quelques idées pour questionner. Il n'y a pas de formule magique. Je pense que c'est à chacun d'entre vous de trouver la question avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Là, je vous en propose quelques-unes. Sur Déclic violence, il y en a d'autres. Donc, ça peut être parfois, ces symptômes sont liés à des violences de la part de du partenaire. Cela vous est-il déjà arrivé? Ou encore, comment votre partenaire se comporte-t-il avec vous? Comment ça se passe dans votre couple? Ou alors, une question un petit peu plus spécifique. Avez-vous déjà eu peur de votre partenaire? Vous êtes-vous déjà senti humilié ou insulté par votre partenaire? Ou sur une consultation gynéco-sexo, comment se passent vos rapports intimes? Est-ce toujours vous qui décidez? La grossesse est une période à risque qui est propice au dépistage. C'est une période à risque parce que parfois, c'est là que les violences commencent ou alors c'est le moment où elles vont vraiment s'intensifier en fréquence ou en gravité. C'est un moment vraiment propice au dépistage. Là, je pense que le dépistage systématique est vraiment... il faut vraiment l'appliquer dans cette situation particulière où il y a un risque pour la maman et pour le fœtus, l'enfant à venir. Il faut aussi penser aux enfants. Les enfants qui sont témoins de violences conjugales sont en fait eux aussi des victimes des violences conjugales. Et il y a aussi certains comportements chez nos patients enfants qui doivent nous alerter et nous interroger sur ce qui se passe à la maison et donc sur peut-être l'existence de violences conjugales. En tant qu'acteurs de soins primaires, nous sommes en première ligne pour repérer les victimes à tous les moments de leur vie et nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Tant qu'il y a de la patience et un respect des décisions de la patiente, respecter ses choix, ses besoins, nous sommes dans un accompagnement bienveillant et ça ne peut que les aider à se sortir de l'emprise, à se sortir de leur situation de violence. Les techniques de communication, d'entretien motivationnel sont un bon outil aussi pour aider à accompagner nos patientes.
j'ai envie de dire que pour n'importe quel autre problème de santé, nous pouvons aider nos patientes victimes de violences. Et je trouvais ça intéressant de mettre en miroir la stratégie de l'agresseur avec ce que peut faire le professionnel de santé, parce que vous dites, mais moi, en fait, qu'est-ce que je peux faire? En fait, beaucoup de choses, juste en l'écoutant et en l'accompagnant avec bienveillance. Donc, d'un côté, on a un agresseur qui va isoler la victime, et de l'autre côté, vous allez lui permettre de parler. D'un côté, un agresseur qui dévalorise et qui humilie, et vous l'écoutez avec attention, vous soulignez son courage. L'agresseur qui décide de tout, qui la considère comme sa propriété, qui reporte systématiquement la responsabilité de ses actes sur sa victime, qui la culpabilise, et vous ne prenez pas de décision à sa place, vous l'aidez à formuler ses propres choix. Lui, l'agresseur, minimise, voire nie les violences, et vous identifiez ces violences, vous mettez des mots dessus, et vous rappelez la loi. Déclic Violence, c'est un outil pour vous aider à mieux comprendre les violences conjugales. Ça vous donne des clés pour accompagner vos patientes et des ressources pour pouvoir les orienter vers d'autres professionnels pour une prise en charge pluridisciplinaire. L'orientation des patientes vers les associations, vers voilà, le réseau de soins, c'est un peu comme le repérage. Ce n'est pas forcément à la première consultation où on va repérer des violences. Ça se fait au fur et à mesure du suivi et de l'accompagnement, voilà, en fonction des besoins de la patiente, de où est-ce qu'elle en est dans son long cheminement de parcours d'aide des violences. Je voulais aussi parler de prévention, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer en termes de prévention. Vous parlez d'un outil qui s'appelle le violentomètre, qu'on peut présenter à nos patientes, mais aussi patients. Voilà, on peut aussi dégenrer le problème des violences. Ça propose des comportements de partenaires et ça le classe en partenaire, enfin, voilà, profite de ta relation, ou des comportements un petit peu plus alertants, attention, ou même des comportements typiquement identifiés comme violents. Pour finir, voilà, je pense qu'on peut tous s'impliquer dans ce repérage et dans l'accompagnement des patients victimes de violences. Christelle, ton micro est coupé. Ah, désolée, voilà, je reprends donc, excusez-moi. Merci, docteur Pauline Malanche. Alors, pour prolonger cette notion du médecin qui est dans son rôle dans le repérage et l'accompagnement, et aussi pour conclure sur ce qui vient d'être dit précédemment, eh bien, professeur Pierre-Louis Druet, vous allez nous parler des responsabilités médicales et déontologiques du médecin généraliste. Je vous cède la parole. Merci. Mais pas que du médecin généraliste, puisqu'on sait que ça concerne tous les professionnels de santé qui ont à suivre et accompagner des personnes qui peuvent faire l'objet de violences. On a bien vu que le fait de poser la question fait qu'on risque d'avoir une réponse. Et si on a une réponse pour repérer, ça veut dire que j'ai choisi de poser la question de façon pertinente à un moment donné, soit de façon systématique, comme ça a été dit, tout comme on pose des questions sur les antécédents, mais aussi en opportunité d'une situation qui alerte et qui allume une petite lumière en disant il y a un problème. Et Rada, Humbert et Pauline ont très bien évoqué les situations, même si tout cela est assez dense. En fait, le fait de poser la question souvent gêne les professionnels parce qu'ils se disent mais de quel droit je peux? Et ma réponse, moi, c'est que de poser une question, c'est envoyer un message fort qui est eh bien, vous pouvez en parler et je peux vous aider. Je suis en capacité d'écouter et d'entendre ce que vous pouvez me dire ou questionner sur ce sujet. Parfois, la question étonne les patientes et les patients, et pour la justifier, c'est assez simple. Écoutez, je vous pose la question parce que tout simplement, vous connaissez la fréquence, 85% des femmes qui sont atteintes de violence, 15% des hommes, on ne peut pas passer sur ce fait. Bien évidemment, si je décide de poser la question et si je choisis de pouvoir accompagner, je dois avoir une formation adaptée à la gestion de la problématique. Et on ne part pas sur un sujet pareil sans avoir quelques billes et quelques éléments d'aide.
Il y a des outils, il y a des ressources humaines et institutionnelles autour de nous, et Pauline vous a dit qu'avec des clics viandes, vous pouvez avoir un certain nombre de pistes et de contacts. Tout ça nous permet d'assurer une forme d'engagement, d'un accompagnement et d'un suivi des personnes victimes. En fait, on est en face d'une éthique de responsabilité face à une situation clinique et médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut considérer que la violence conjugale est une pathologie récurrente et elle prend une dimension sociétale croissante, ce qui nous permet et ce qui nous oblige à être plus vigilants lorsque on y pense. Tout comme on pense parfois devant une situation clinique, à un diagnostic, eh bien, le fait d'y penser nécessite de s'interroger et de poser la question. Bien évidemment, si je suis en face d'une problématique médicale, je m'engage à la prendre en charge et bien sûr, un minimum de compétences sont requises et elles doivent faire l'objet de préparation pour avoir une stratégie adaptée à la situation et donc être en capacité, soit dans l'instant, soit a posteriori, de repérer dans un réseau d'acteurs autour de soi quels sont ceux qui peuvent apporter une aide plus adaptée, plus pertinente à la patiente. Et ne jamais se décourager, puisque Rada vous a bien dit que ce cycle fait que parfois, on est remis en question dans notre démarche par la personne elle-même. C'est normal et il faut l'accepter. Notre responsabilité, elle est aussi sociétale, dans la mesure où le professionnel de santé est un citoyen et qu'il ne peut pas ignorer la situation de violence. On a parlé aussi du fait que des enfants sont concernés, tout l'environnement, toute la systémique de la famille est concernée. Et de surcroît, ce professionnel de santé est un acteur au sein d'une équipe informelle. Et donc, évidemment, cette équipe se construit à partir du moment où le problème se pose. On a vu qu'il y avait des outils à disposition. On a cité Déclic-Violence. Sachez que dans chaque département, l'ordre départemental des médecins a un référent. Et ça va être systématique pour tous les ordres. Et on pourra, avec ce professionnel, savoir quoi faire ou ne pas faire, puisque là aussi, il y a un certain nombre de garde-fous à se donner et de garanties à construire. Je suis sûr que tout professionnel de santé qui téléphonera à un référent ordinal, même si ce n'est pas médecin, peut avoir un certain nombre d'aides et de réponses. Donc, vous avez à disposition des ressources. Vous avez aussi des documents, et certains ont été cités, sur le fait que la recommandation HAS sur le sujet, les outils d'aide au repérage construits aussi par la haute autorité, et le Vadémécum, secret médical et violence au sein du couple, édicté par l'Ordre en collaboration avec le ministère de la Justice. Donc vous avez compris, face à un tel sujet, vous n'êtes pas seul, et il ne faut jamais être seul. Dernier point, c'est que, pour conclure, le professionnel de santé, le médecin, n'est pas juge, il est simplement un acteur neutre qui constate et qui va accompagner. Comme il fait pour une personne atteinte d'une maladie évolutive ou d'une maladie chronique, comme il fait face à une problématique de dépendance, par exemple. En fait, c'est ce que vous pratiquez au quotidien, donc vous pouvez choisir de vous investir sur ce sujet aussi, au bénéfice des patients et des patientes, car je vous rappelle que 15% des hommes sont aussi concernés. Merci. Merci Pierre-Louis Drouillet. Alors, nous allons commencer le temps d'échange et la session de questions-réponses. Nous allons tenter de nous faire le porte-parole de vos questions. Nous ferons au mieux. Vous êtes très nombreux, donc nous en sommes ravis. Merci. Nous allons donc faire au mieux pour être synthétique et répondre au plus grand nombre. Pour interagir avec nous, pensez à utiliser l'onglet « Questions » et non l'onglet chat en bas à droite. Puis dans un premier temps, je voudrais remercier donc les personnes qui ont posé leurs questions en amont et qui ont également pris le temps de compléter le questionnaire. Cher Pierre, je vous passe la parole pour la première question. Merci. Enfin, les deux premières. La première, oui, le support pour répondre vous sera mis à disposition et transmis. Vous aurez le support, y compris le replay on dit la fin d'habitude du webinaire. La première question qui est avec fréquence, c'est est-ce que l'agresseur a conscience du cycle de violence? Humbert, est-ce qu'on peut répondre à ça?
Alors, on peut répondre pour travailler avec des psychiatres qui s'attachent à étudier la personnalité des agresseurs. Certains ont tout à fait conscience de ce qu'ils font. Ils sont dans la maîtrise. D'autres, alors, il faut quand même savoir que 40% des auteurs sont eux-mêmes des victimes. En tout cas, ceux qui sont incarcérés, c'est les chiffres qui remontent. Et pour eux, ils n'analysent pas forcément ce qu'ils font comme de la violence. Il y a des troubles de la communication qui sont très anciens. Ils ont souvent donc été victimes. Donc, il y a des formes de communication. Là, je vous renvoie à l'école de Palo Alto sur les pathologies de la communication dans les années 50-60. Et ces gens-là n'ont pas conscience au sens forcément du bien et du mal, parce que c'est la seule façon qu'ils ont de communiquer. Maintenant, quand même, pour avoir eu des auteurs qui sont venus me voir pour essayer de se faire passer pour des victimes, assez rapidement, on peut les mettre face à leurs contradictions et leur dire, là, je pense qu'il faut que vous soyez pris en charge plutôt par un psychiatre, puisqu'on est dans des troubles de la personnalité, sans que ce soit forcément des pervers narcissiques. Le vrai pervers narcissique, in fine, on arrive assez difficilement à l'identifier. Il y a beaucoup plus de troubles de la personnalité en général que de vrais pervers narcissiques qui sont identifiés. Voilà, donc oui, pour certains, ils ont tout à fait conscience et ils l'utilisent, comme d'ailleurs les gourous dans les mouvements sectaires, ils sont tout à fait conscients du pouvoir qu'ils exercent. Et puis d'autres, en fait, ils sont dans un cheminement de communication qui est ce qu'ils ont subi. Merci, Humbert. Christelle, une question. Alors, j'ai une question. Comment savoir que le danger peut être immédiat sans pouvoir connaître le quotidien de la famille? Comment signaler sans devenir un signaleur abusif? Qui peut répondre? Rada. Alors, moi, je veux bien répondre à la question du danger immédiat. C'est une question qu'on se pose systématiquement. Parce que lorsqu'une patiente vient consulter, notamment dans des structures comme les maisons des femmes, mais dans les unités médico-judiciaires, c'est pareil, nous avons à cœur de vérifier est-ce qu'elle est en danger, est-ce qu'il faut appeler le commissariat et est-ce qu'il faut signaler. Il y a des grilles, nous avons des grilles. Dans ces grilles, il y a des questions comme est-ce qu'elle a peur de mourir, est-ce qu'elle a peur de son mari, est-ce qu'elle a déjà subi des menaces très précises avec un couteau, est-ce qu'il y a une arme à la maison. Et donc, toutes ces questions, on se les pose et on discute ensuite ensemble de se dire est-ce que le danger est tel que j'ai très peur pour cette femme et il faut ou j'appelle le commissariat ou je fais un signalement au procureur. Merci. Une question pour vous aussi, Rada, puisque vous êtes gynécologue obstétricien. Il y a beaucoup de monde qui veut comprendre pourquoi la grossesse et la période périnatale est vraiment une période à risque de violence conjugale. Est-ce que vous avez des explications à ce constat? Alors, ce que nous pensons, c'est que c'est pas avant la grossesse, il y a déjà des violences. La plupart du temps, elles sont d'ordre psychologique, de l'ordre de l'humiliation, de l'ordre du contrôle coercitif, et l'homme peut ne jamais avoir levé la main sur sa conjointe. Pour autant, elle a déjà une estime d'elle-même totalement détruite et elle est prête à subir plus. Ce que nous pensons, c'est que ces agresseurs qui, en général, ont une faible estime d'eux-mêmes, ont peut-être subi de la violence dans leur enfance, ne sont parfaitement capables de se contrôler en public, au boulot, à la maison, se comportent tout à fait différemment. Et l'arrivée potentielle d'un bébé, c'est une menace pour eux. C'est la menace que peut-être cette femme ne va plus accepter tout ce qu'elle acceptait jusque-là. Peut-être qu'elle va vouloir protéger son enfant. En tout cas, il ne sera plus au centre de ses préoccupations. Et on pense que c'est ça qui génère une angoisse qui le pousse à passer à l'acte physique. Autre question, quels sont les signes des comportements des enfants qui sont témoins de violences conjugales? Pierre-Louis? Oui, je peux déjà apporter un certain nombre d'éléments. En fait, quand on est médecin généraliste et qu'on connaît la famille, qu'on est pédiatre et qu'on suit les enfants, toute situation qui apparaît comme une modification de comportement, un trouble qui jusqu'alors n'existait pas et dont on n'a pas d'explication claire, peut déjà éveiller l'attention. Deuxième chose, c'est que souvent ce sont des enfants qui expriment un certain nombre de craintes. Il y a des terreurs nocturnes, il y a un certain nombre de troubles qui peuvent être très visibles.
des pertes de repères, des activités scolaires qui se perturbent brutalement sans explication. Tous ces signes-là apparaissent souvent chez les enfants. Et puis parfois les enfants expriment de façon tout à fait sibylline les mots lors d'une consultation alors qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils viennent avec la maman, et peuvent parfois nous envoyer des messages subliminaux assez puissants qu'il faut savoir repérer et entendre, sans pour autant déclencher tout de suite, mais se dire, tiens, ça nécessite que je creuse et peut-être que je vais poser la question ensuite dans une autre consultation à la maman. Est-ce qu'il n'y aurait pas un climat de violence? Est-ce que ça ne serait pas une des explications à ce dysfonctionnement tout à fait brutal et apparent? Enfin, il y a des enfants qui développent des troubles pathologiques lourds qui nécessitent même des hospitalisations. Merci. Une question pour Pauline. Alors, on fait remarquer qu'il ne faut pas oublier les hommes qui peuvent être victimes de violences conjugales. Et une question en pratique, où peut-on se procurer les cartes du 3919 et le violentomètre, avec tout ce qui peut, je pense, qu'on met dans la salle d'attente pour aider à ce repérage, Pauline? Comment faites-vous, vous, dans votre cabinet? Est-ce que vous avez ces outils ou pas? Alors moi, je remets pas de documents papier. En fait, il faut toujours faire très attention à ce qu'on donne à nos patientes, parce qu'un document papier, voilà, ça peut être retrouvé par l'agresseur qui va fouiller dans les affaires, etc. Donc, toujours être assez vigilant sur ce qu'on donne. Donc, ça peut être plus facile des fois d'écrire dans un carnet au milieu d'autres choses que de donner une carte facilement identifiable. Et alors, moi, j'ai l'affiche dans ma salle d'attente. Comment je l'ai récupérée, je crois, sur le site gouvernemental. Tout à fait. Le site du gouvernement qui s'appelle comment déjà? Quelqu'un peut m'aider? Arrêtons les violences.gouv. Voilà. Arrêtons les violences.gouv, oui. Ouais, c'est comme ça que je les ai récupérés. Merci. Alors, autre question, comment aider une patiente victime de violence mais qui refuse toute aide? Qui peut répondre? Rada, c'est ça? Pierre-Louis, voilà, vous complétez, Pierre-Louis. Allez-y, Rada, je vous en prie. Eh bien, c'est extrêmement difficile parce que, comme l'a dit Pauline, je crois, on n'est pas là pour continuer le travail de sape de l'agresseur. On est là pour respecter la patiente, pour aller à son rythme. Et la seule chose qu'on peut faire, sauf si on est profondément inquiet, et là, la nouvelle loi dont on vous a parlé nous permet de signaler, la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'aider à comprendre, c'est de faire ce que nous appelons de la psychoéducation, c'est-à-dire reprendre avec elle ce qu'elle vit à la maison, comment elle le ressent, et petit à petit, lui dire, vous voyez, là, vous me dites que vous n'avez aucune agression sexuelle, mais que quand je vous demande ce qui se passe lorsqu'il a très envie de faire l'amour et vous, pas du tout, vous me dites qu'on fait l'amour quand même, et est-ce que c'est la définition, ça vous évoque quelque chose? La patiente répond oui, le viol. Et petit à petit, on l'aide à mettre des mots, et parfois, il lui faut 6 mois, 1 an, mais il y a des patientes qu'on a accompagnées 1 an avant qu'elles ne se décident à déposer plainte. Très bien. Une question aussi intéressante du vécu de terrain. Comment faire quand ce sont les membres de la famille écartés qui évoquent ces violences? Comment ça se passe? Alors qu'ici, c'est une question difficile, ça. C'est une question qu'un généraliste peut avoir, effectivement. Oui. Déjà, il faut conseiller à ces personnes qui vous en parlent d'en parler aussi avec la personne qui est donc sujette à une violence identifiée ou supposée, et lui conseiller de éventuellement venir en parler à un tiers qu'elle choisira, parce que c'est pas forcément le médecin, ça peut être un autre interlocuteur dans le système de soins ou un interlocuteur dans le cadre même du milieu médico-social, du milieu au travail. C'est-à-dire qu'il faut éveiller le fait de créer un phénomène d'expression d'un côté et d'écoute de l'autre, pour que petit à petit, cette parole se libère et puisse aider à une prise de conscience, puisque, comme l'a dit Rada, les choses se font de façon très insidieuse et très progressive. Les prédateurs, conscients ou non, sont des personnes qui ont une très grande habileté dans la construction
du phénomène coercitif. Alors, autre question, comment aider mon fils de 38 ans sous emprise qui présente de multiples symptômes, assume le travail, les finances, le repas, le ménage, ne part pas en vacances depuis 7 ans et se coupe de sa famille et de ses amis? Humbert de Frémagil. Oui, alors je pense que la réaction qu'on peut avoir, c'est pour refaire encore un retour sur les victimes de mouvements sectaires, il faut absolument comprendre qu'ils ont été conditionnés. Donc l'accès direct à l'explication, ça ne va pas marcher. Je vais rebondir sur ce que disait Pierre-Louis. Il faut les reconnecter sur le lien qu'il y a entre le ressenti, l'émotion et la compréhension, parce que ça a été déconnecté. Donc ce que Rada disait tout à l'heure, c'est poser des cadres ouverts pour les faire réagir, mais on ne va pas forcer quelqu'un à prendre conscience. C'est pas en lui disant mais réfléchis qu'on va y arriver. Par contre, en donnant des exemples, en disant tiens, j'ai entendu que telle chose, on peut éveiller la curiosité, et à ce moment-là, la personne, à un moment donné, pour des raisons qu'on ignore, en tout cas pour les victimes de secte, les psychiatres parlaient du fort intérieur. Il y a un moment donné où il y a une espèce de lumière qui s'allume. Ça peut être au décours d'une odeur, ça peut être au décours d'un bruit, de quelque chose, une phrase, un mot, qui fait qu'à un moment donné, la personne va, entre guillemets, s'éveiller. Et là, on va partir dans un phénomène de désemprise. Et c'est là où c'est intéressant, parce que lorsque les gens sortent progressivement du contrôle coercitif, ils se rappellent des mots et ils se rappellent des conseils qu'on leur a donnés. Et ça, c'est très intéressant. Ils peuvent venir vous voir, nous, professionnels de santé, parfois 1 an ou 2 ans après, en disant « Mais est-ce que vous vous rappelez une fois, vous m'avez dit tel mot, sur le moment, je l'ai entendu, et puis en fait, à un moment donné, j'ai réalisé, un peu comme s'ils se réveillaient d'une torpeur, et là, ils reprennent conscience avec l'humanité de l'élément sujet, de l'élément désincarné, ils reviennent dans l'altérité, dans la personne, dans l'être humain qu'ils sont. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, ils vous le racontent ça. Donc, je dirais que la façon de pouvoir aider, c'est pas forcément de vouloir persuader, parce que là, on est dans les techniques coercitives, mais de raconter, j'ai entendu dire que telle chose, qui peut être en lien avec la prise de conscience que quelque chose comme ça n'est pas normal. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit j'ai pas pris de vacances depuis de nombreuses années, c'est dur et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est dur de ne pas prendre de vacances? Alors, pour quelqu'un qui n'est pas sous contrôle, oui, je suis fatigué. Mais pour quelqu'un qui est lui, ça ne va pas forcément être si simple. Donc, une prise de conscience progressive sur des dysfonctionnements, la dissociation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se produit. Et là, c'est très intéressant. Merci. Une question pour Rada. Alors, que faire et comment faire lorsque le conjoint violent est toujours présent lors des consultations, notamment dans la grossesse? Ça, c'est quelque chose que vous avez dû rencontrer dans votre pratique. Que faire, alors, Rada? Oui, et je dois confesser qu'au début, je trouvais ça mignon. Je me disais, oh là là, mais il est extrêmement présent, elle a beaucoup de chance. Et quand j'ai été un peu plus maligne, j'ai compris qu'il était là surtout pour qu'elle ne parle pas. Et moi, ma stratégie, c'est difficile. On a beaucoup fait rentrer les hommes dans les maternités, dans les salles d'accouchement, au bloc opératoire. Donc, on ne va pas leur dire dehors. Moi, je les accueille, je discute un peu avec la femme. Et au moment de l'examiner, même si je n'ai pas vraiment besoin de l'examiner, je prends ce prétexte en disant, écoutez, monsieur, je préférerais être en tête-à-tête avec madame. C'est parfois un peu dérangeant. Est-ce que vous pouvez sortir? Les vrais agresseurs, évidemment, font la grimace. Ils n'ont pas du tout envie de sortir. Mais difficile de dire au médecin non, je veux rester, je ne veux pas bouger. Donc ça marche et c'est là qu'on peut dire à la femme, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas souhaité dire devant votre conjoint? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets? Et toujours avec beaucoup de délicatesse, parce que c'est pareil, on ne va pas se dire là j'ai 3 minutes pour parler, il faut qu'elle me dise ce qu'elle a à me dire. Ce qu'elle comprend, c'est qu'elle pourra peut-être le dire la fois d'après. L'avantage de la grossesse, c'est qu'on les revoit souvent. Merci, Rada. Je voudrais rajouter que c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment du conjoint qui accompagne, qui est d'une extrême gentillesse, parfois même obséquieux, qui parle à la place. Et quand à partir du moment où les choses s'installaient comme ça, je posais la question de savoir
si elle ne souhaitait pas qu'on soit tous les deux, je parle hors grossesse, et il m'est arrivé parfois de signifier à un conjoint que la salle d'attente était son champ d'attente et de quitter la consultation parce qu'il était trop intrusif. C'est aussi quelque chose qu'on peut aborder avec le patient qui est effectivement objet d'un questionnement lors d'une consultation avec lui, en lui demandant de savoir pourquoi il est aussi intervenant dans la vie des autres. Est-ce que ça fait partie de sa culture? Est-ce qu'il pense qu'il peut apporter plus? Parce que c'est aussi quelque chose qu'il faudra qu'on sache repérer un jour, c'est peut-être par anticipation repérer les futurs prédateurs. Micro coupé. Christelle, tu as le micro coupé. Oui, pardon, autre question. Les acteurs de violence peuvent-ils vraiment se remettre en question et évoluer, et comment les accompagner? Pierre-Louis. Rada, vous voulez s'exprimer? Allez-y. Ah, votre micro. Ah, voilà. Non, je voulais juste dire que c'est très compliqué. Moi, j'interviens dans les séances, les semaines où ils sont obligés de suivre des cours, comme quand vous avez perdu tous vos points au permis. Et ils sont assez bloqués dans une vision du monde qui les enferme. C'est ma femme, elle est plus intelligente que moi, et c'est elle qui m'énerve, et je vais juste donner une petite claque. C'est extrêmement difficile de les faire bouger, notamment une petite semaine comme ça. Et j'interviens aussi parfois en prison, et c'est pareil. Donc il faut beaucoup de temps, et il faudrait beaucoup de soins, notamment en psychothérapie. Et malheureusement, il y a très peu de ressources. Donc pour moi, le problème le plus important, c'est de s'occuper des auteurs, parce que si on les met en prison, ils vont s'énerver, se radicaliser, décider qu'en sortant, ils vont tuer leur femme, et ça se produit parfois. On n'a pas vraiment été jusqu'au bout de notre mission. Merci. Question pour Pierre-Louis, un peu de juridique. Alors, j'en pose deux. Il y en a deux. La première, est-ce que lorsque les violences ne sont que psychiques, la femme peut porter plainte? La seconde, c'est toujours juridique, lorsqu'on constate une violence conjugale lors d'une grossesse, est-ce qu'il faut que le médecin fasse un signalement? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une obligation légale? Alors, la question est effectivement fondamentale. Les violences ne sont pas que physiques. On peut identifier des violences psychologiques, des violences économiques. La mise sous dépendance et l'emprise économique, c'est quelque chose qui est très courant. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça commence. Il y a aussi des violences purement verbales. Humbert a bien évoqué, et Rada aussi, un discours dévalorisant, déqualifiant de son conjoint. Et tous ces éléments-là sont effectivement sujets à être reconnus comme des violences. Et au niveau de la justice, on ne fait pas la part des choses. Chacune de ces modes d'action et d'autres existent. Et si vous regardez la littérature, il y a énormément de situations qui sont repérées comme étant des violences faites au sein de la famille, au sein du couple, ce que les Anglais appellent les violences domestiques. Et ça en dit long sur le fait qu'ils ont même élargi le champ. La deuxième question, c'est cette notion en fait, du certificat, si j'ai bien compris. Si la patiente demande un document, nous avons obligation à lui donner. C'est la loi. Et on ne peut pas refuser Par contre, ce document, il va falloir l'écrire comme étant un certificat. On constate les choses. J'ai bien noté que nous étions neutres dans cette affaire. Nous ne sommes pas des juges. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas l'auteur potentiel. On dit Madame un tel ou Monsieur un tel me dit que, et on relate les mots. Et je crois que ce qui est très important, c'est quand on écoute quelqu'un évoquer souvent, je conseille de prendre des notes. Écouter, c'est aussi écrire sur sa feuille ce que l'on entend et d'écrire les mots de la patiente et non pas le concept que nous avons dans notre tête. Parce que c'est avec ces mots qu'on va comprendre et éventuellement, c'est les mots de nos interlocuteurs et interlocutrices qui sont importants pour pouvoir ensuite reporter dans un document qui va être donc utilisé.
Et puis, je l'ai dit, souvent, il y a une plainte qui va être posée, puis une semaine plus tard, la plainte est retirée. Mais le certificat, vous l'avez gardé, vous l'avez dans votre dossier, et il a une valeur à la fois médicale et juridique. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Christelle? Il y a une question qui revient effectivement dans la prolongation de ce que vous venez, Pierre-Louis, de dire. Il y a effectivement une question, comment faire lorsque la patiente revient sur sa plainte? Et il faut l'accepter, comprendre, et Rada nous l'a très bien dit dès le début, comprendre que c'est logique, c'est normal, le cycle s'installe, il y a eu une phase de rédemption, une nouvelle lune de miel, quelque chose s'est passé qui fait que ou une pression externe, parce que parfois les pressions sont fortes. On voit parfois des mères ou des belles-mères venir influencer les décisions d'une femme qui veut quitter ce cercle infernal. Il faut l'accepter, dire je comprends que vous avez pris cette décision, on va se revoir parce que le problème va se reposer. On s'est déjà expliqué sur le sujet. Il faut être très tranquille et très calme. On n'est pas là pour imposer les choses et les phénomènes parce qu'on peut être plus dangereux qu'accompagnant et efficace. Se donner du temps, sauf, et c'est pour ça que la loi a été changée, lorsque l'on pense que le danger est imminent. Et là, vous avez compris qu'on peut décider de faire un signalement contre l'avis de la personne victime. Et j'ai entendu tout à l'heure parler de démarche abusive du médecin. Sachez qu'il ne sera pas considéré comme abusif de prendre cette décision parce que le texte est clair, c'est une intime conviction du risque immédiat. Merci Pierre-Louis. Nous approchons de la fin de cette conférence. Nous remercions les intervenants et vous tous qui avez participé nombreux et posé vos questions ce soir et malheureusement n'ont pas pu répondre à toutes ces questions. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire et le support de présentation sur le site de la chaise dans quelques jours. Et puis, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction que vous recevrez donc dans un mail après ce webinaire. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous tous, nos intervenants, et avec vous tous à distance. Et puis, pour ma part, je remercie toutes les équipes de la Haute Autorité de Santé et celles du quotidien du médecin pour cette soirée d'échange. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.